L'Assemblée va maintenant écouter une déclaration de son Excellence Terence Michael Drew, Premier ministre et ministre des Finances, de la Sécurité nationale et de l'immigration, de la santé et de la sécurité sociale de Saint-Kitts-et-Nevis. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Antonio Guterres, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis et collègues unis par notre conscience collective et la cause de notre civilisation, je m'adresse également aux Kittitiens et Néviciens. Chez nous et au-delà des mers, je vous transmets les salutations de nos deux îles. Je voudrais lancer un appel vibrant qui ne saurait être encore retardé. Madame la Présidente, cela fait 80 ans que cette Assemblée est une lueur d'espoir. Dans cette salle ont germé des idées qui ont permis d'éradiquer la faim, de guérir des enfants de maladies ou de rapiécer des traités déchirés. Nous pouvons à juste titre célébrer nos réalisations. Plus de droits, réduction de la pauvreté, médicaments et nouvelles mesures dans tous les pays. Mais aux côtés de ces grandes réalisations, il existe des vérités que nous ne pouvons dissimuler, des demi-engagements, des atermoiements et la pratique persistante consistant à faire primer le profit sur les personnes. Là où des progrès ont été réalisés, bien trop souvent ils ont été fragmentaires. Là où des promesses ont été faites, bien trop souvent, elles ont été brisées. Nous sommes réunis aujourd'hui alors que le destin de l'humanité n'est pas tracé seulement par les plus grands et les plus bruyants, mais également par les justes. Une diplomatie courtoise mais passive ne suffit pas. Les discours doivent aller de pair avec le travail. Les engagements doivent se traduire en paiement. Les discours doivent être jaugés à l'aune de leurs résultats. Saint-Kitts-et-Nevis souhaite œuvrer en tant que partenaire, mais alors que nous sommes les grands acteurs de ce spectacle mondial, je vous demande une chose, c'est-à-dire transformer nos capacités en compassion, délaisser notre confort au profit de la justice climatique. Madame la Présidente, nous ne mesurons pas le temps en termes d'années, mais en termes de tempêtes. Imaginez un vieux pêcheur aux mains nouées, observant le récif qui autrefois accueillait ses filets, l'observant disparaître jusqu'à ce qu'il ne puisse plus qu'attraper des souvenirs. Imaginez des salles de classe sans toit, des maisons sans eau du robinet. Ce ne sont là pas des métaphores pour nous, ce sont des craintes qui ressurgissent à chaque saison des ouragans. Les sciences climatiques sont graves et les symptômes également. Une chaleur qui plane comme une couverture bien lourde asphyxie nos cultures, nos récoltes et durcissent nos sols. Les mers qui gonflent engloutissent les mers où les familles jouaient autrefois au cricket. Des tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes et qui, en quelques heures, peuvent semer la dévastation dans leur sillage. Lorsqu'un seul ouragan peut priver nos pays d'années de PIB en une seule nuit. C'est là l'anatomie de l'injustice. Des émissions qui réchauffent la planète sont propulsées par de nombreuses personnes dans l'atmosphère, mais personne ne rend compte. Et ce sont nos quelques pays, les États entourés d'océans tels que les nôtres, qui en pâtissent le plus. Ce qui a été créé par des centaines de développements industriels se mue aujourd'hui en tempête, en procès de ceux qui en sont les moins responsables. Mais ce n'est pas là un accident de la géographie, c'est un échec de notre capacité à être des garants de notre planète, un échec moral que nous devons
reconnaître une responsabilité à prendre. Dès lors, nous nous félicitons de la décision historique rendue par la CIJ quant à la responsabilité des États pour les changements climatiques, qui indique très clairement qu'au regard du droit international, les États sont tenus de protéger la planète face à la crise climatique croissante. Nous devons nous améliorer, nous devons réduire drastiquement les émissions et rapidement. Nous devons mettre à échelle les financements en toute équité, en toute urgence, et donner aux nations les plus vulnérables les moyens de survivre et de prendre leur essor. Je suis ravie de vous informer que le 29 août 2025, Saint Kitts et Nevis ont ratifié le traité BBNJ. Il s'agissait d'une réalisation historique pour les océans et pour le multilatéralisme. Madame la Présidente, Saint Kitts et Nevis ont décidé d'écrire une page différente de leur histoire pour garantir leur survie, leur croissance. Un chapitre marqué par l'équilibre, par les soins, par le développement durable. Voilà pourquoi nous avons lancé notre programme de développement durable pour les îles étatiques, CISA, une feuille de route qui trace la voie à l'horizon 2040. Ce programme n'est pas seulement un mantra, c'est un mécanisme bien structuré qui place l'être humain au cœur des progrès et qui lie le développement durable à la prospérité et s'articule autour de 7 piliers. La transition énergétique, la sécurité hydrique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des industries durables, des établissements durables, l'économie circulaire et la protection sanitaire et sociale. Chaque pilier se renforce pour permettre à notre pays d'être résilient. Et à cet égard, ce programme est à la fois pratique et poétique. Nous réimaginons l'énergie afin que cette électricité qui illumine nos maison n'assombrisse pas l'avenir d'un autre pays. Nous investissons dans l'eau en tant que droit et non en tant que luxe, en forant des puits, en restaurant des réservoirs, en intégrant des usines de dessalement à l'énergie solaire, afin que les enfants ne doivent plus se rationner. Nous remanions les systèmes alimentaires afin que les agriculteurs puissent nourrir des pays entiers, pas seulement nos marchés. Nous édifions des maisons qui préserveront l'espoir en temps de tempête, des hôpitaux qui vont nous permettre de guérir en temps de choc, des écoles qui inculqueront les compétences nécessaires pour permettre la diversification de notre économie. Ce ne sont pas là des ambitions abstraites, mais des engagements concrets. Une usine de dessalement solaire qui pourra produire 70 000 gallons par jour est en cours de construction, tandis qu'une autre usine de dessalement pour 2 millions de gallons va bientôt être achevée. Un forage géothermal également à Nevis. Un nouveau programme de maisons intelligente, une nouvelle initiative d'hôpitaux intelligents. C'est ainsi que notre petite nation relève ce défi majeur. Nous prenons des mesures ambitieuses, tangibles, qui démontrent que le développement durable peut se ressentir dans le quotidien de nos habitants. Ainsi, ce programme permet de mobiliser des ressources, de mettre en adéquation les ministères, et, plus important encore, invite la société à endosser cette responsabilité commune. C'est un plan audacieux car en effet, l'audace s'impose pour les petits États lorsqu'une tempête approche. Madame la Présidente, chers collègues, la semaine dernière, l'Assemblée générale a franchi une grande étape en adoptant par consensus une résolution permettant de redynamiser la Commission de la condition de la femme. Saint Kitts et Nevis a eu l'honneur de co-faciliter les négociations sur cette résolution aux côtés de l'Irlande, un partenaire naturel en faveur de l'équité, du développement durable et de la résilience. Saint Kitts et Nevis ont fait de l'autonomisation, de la protection des femmes et des filles la pièce maîtresse de notre programme national. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de femmes siégeant à notre Parlement. Et le Parlement est présidé fièrement par sa présidente. This is not symbolic. Cela n'est pas symbolique.
C'est un changement structurel. Cela démontre que lorsque les femmes sont aux commandes, les nations peuvent prendre leur essor. Notre programme de développement durable pour les États insulaires est profondément ancré dans l'égalité entre les sexes. En autonomisant les femmes et les filles, nous promouvons l'équité, mais nous renforçons également la résilience, car nous le savons, lorsque les femmes ont les moyens de s'épanouir, ce sont les familles qui s'épanouissent également, les communautés qui s'en trouvent renforcées et les pays deviennent inébranlables. Madame la Présidente, l'adoption de l'indice multidimensionnel de vulnérabilité a marqué un tournant. Cet IMV prend en compte la vulnérabilité et pas seulement les revenus en tant que critère pour accéder au financement concessionnel. Pour les pays tels que les nôtres, qui sont qualifiés de pays à revenus élevés sur la base de statistiques, peuvent être annihilés sur le plan économique par un seul fléau climatique. Ce changement change la donne pour nous. Le PIB, en effet, est un instantané statique, tandis que l'IMV est évolutif, prend en compte la susceptibilité, les chocs, l'exposition à tous ces chocs. L'IMV permettra d'avoir accès à des fonds à titre concessionnel pour être plus résilient, transformer les prêts en planches de salut et pour que les risques soient pris en compte. Passons à présent de la reconnaissance à la mise en œuvre de l'adoption de cet IMV, cet indice, à sa pleine institutionnalisation à la Banque mondiale, au FMI, dans les banques de développement régionales. Incorporons donc la vulnérabilité dans l'architecture même de la finance mondiale afin que la résilience ne soit plus l'exception, mais bien l'attente. Chers collègues, nous ne devons pas être trop timorés lorsque nous parlons de réforme. L'architecture de la finance internationale a été édifiée dans un autre siècle, dans un monde différent. Ce dispositif doit être remanié afin d'être le miroir de la donne d'aujourd'hui. Les risques climatiques, les inégalités transnationales, les incidences asymétriques auxquels font face les plus petits pays, les plus exposés. Saint Kitts et Nevis réaffirment leur ferme appui à l'initiative de Bridgetown et à l'appel vibrant de notre région en faveur d'une justice climatique et financière. L'initiative de Bridgetown est un moyen de modifier la dynamique de la dette, de réorienter les crédits vers des investissements verts et également de mettre en œuvre les instruments sur les liquidités pour protéger les plus vulnérables. Nous prions donc l'Assemblée et nos partenaires mondiaux de faire de cette initiative un instrument, de traduire leur discours en capitaux en faveur de la résilience. La mission de l'ONU, paix, développement et droits humains, ne peut être promue en préservant une architecture qui perpétue la fragilité. La réforme, c'est la justice. La réforme, c'est la prudence. La réforme passe par la protection et l'équité. Madame la Présidente, je voudrais souligner la grande importance du récent sommet Afrique-CARICOM, un rassemblement historique qui a permis de retisser des liens rompus par la brutalité de la traite transatlantique des esclaves et la colonisation. Cette réunion diplomatique a été l'occasion de nous recueillir, nous souvenir, résister et nous reconnecter. Nous nous sommes réunis en tant que descendants au passé commun, unis par nos objectifs en matière de justice réparatrice, de commerce, de transport, d'investissement, de développement durable, de paix et de sécurité, d'action climatique et de coopération technique. Notre partenariat est d'envergure. Ce n'est pas seulement un appel à des indemnités financières, mais également à la justice. La justice réparatrice ne consiste pas seulement à donner de l'argent, mais bien à rectifier un tort moral. Pendant des siècles, nos ancêtres ont été forcés de travailler, ont été battus, déshumanisés en travaillant gratuitement. Et pourtant, lorsqu'ils ont été émancipés, ce ne sont pas les esclaves qui se sont vus verser des réparations, mais bien leurs maîtres. Cette erreur morale doit être rectifiée.
Et dans le cadre de ces souvenirs historiques, je voudrais également me faire le chantre de l'appel en faveur de la pleine exonération de Marcus Mosiah Garvey, figure de proue mondiale, panafricaniste, prophète de la libération. Et si nous nous félicitons de la grâce posthume qui lui a été accordée, nous continuons de plaider en faveur de sa pleine exonération. Rectifions donc cette erreur dans les archives de la justice. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en colère, mais nous sommes déterminés. Et comme Martin Luther King l'avait dit, l'arc de l'univers moral est long, mais il ploie en faveur de la justice. Aux côtés de nos frères et sœurs africains, en tant que nation, en tant que région, nous allons continuer de faire plier cet arc vers la justice, la cohésion, vers un avenir non plus façonné par les chaînes de l'histoire, mais bien par le pouvoir de la solidarité. Madame la Présidente, il y a une phrase que je chéris particulièrement. La paix, ce n'est pas l'absence de bruit. La paix, c'est la présence de la sécurité. Pour nos pays des Caraïbes, la paix est une condition préalable à la prospérité. Notre zone de paix ne doit pas seulement être un mantra qui se retrouve dans les documents politiques. Non, elle doit être défendue par des mesures tangibles, de meilleurs cadres de santé publique, des interdictions plus draconiennes, des armes illicites, une coopération plus vaste en matière de sécurité maritime, des investissements dans la sécurité de notre population, des programmes pour l'emploi des jeunes et le soutien international afin de renforcer nos capacités en matière de police et de système judiciaire. Nous sommes bien conscients des graves menaces représentées par le trafic de drogue et d'autres crimes transnationaux. Ces fléaux doivent être contrés par la coopération, le dialogue, le respect de la souveraineté et le plein respect des principes du droit international. Dès lors, nous continuons d'appeler à adopter des mesures encourageant la paix, la stabilité et le respect mutuel. Ce sont là les seuls fondements sur lesquels une sécurité pérenne et le développement durable peuvent être établis et maintenus dans notre hémisphère. Tout au cours de l'histoire, dans notre région, les différends ont pu être résolus par le dialogue. Ainsi, nous encourageons nos deux chers amis à renouer le dialogue, la République bolivarienne du Venezuela et les États-Unis d'Amérique, afin que notre région demeure une zone de paix. Nous ne demandons pas de pitié, nous demandons des partenariats, des outils à même de tarir le flux d'armes, les flux d'argent qui alimentent la violence, des initiatives qui ouvrent des perspectives pour que nos jeunes puissent décrocher un emploi productif. Des partenariats, non pas de la pitié, de la prévention, non pas des punitions. Et pourtant, Madame la Présidente, les partenariats seuls ne suffiront pas. L'heure est venue de refaçonner l'Organisation des Nations Unies, de réformer ses structures afin qu'elles soient le miroir de la réalité de notre monde contemporain. Le Conseil de sécurité, l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, ne peut être crédible s'il exclut des pays venant des régions les plus vulnérables aux menaces de l'heure, l'Afrique, l'Amérique latine et les petits États insulaires en développement, tels que ceux des Caraïbes. Afin que notre monde soit marqué par la paix, ceux qui souffrent le plus de l'insécurité doivent avoir voix au chapitre là où la paix est forgée. Partout dans le monde, des conflits continuent de faire des ravages. Je songe à Gaza, l'Ukraine, au Soudan, à la République démocratique du Congo, au Yémen. Et dans chaque théâtre de violence, le bilan humain est très lourd. Des enfants déplacés, des parents endeuillés, des infrastructures détruites. Le chemin vers la paix est long et semé d'embûches.
Mais il n'y a pas d'autre option éthique que la diplomatie persistante et constructive, des couloirs humanitaires qui font primer la politique et le courage et la volonté de nos dirigeants en faveur d'un monde ancré dans la paix, la justice et la compassion. Dès lors, Saint Kitts et Nevis appelle à faire cesser la tragédie causée par le génocide épouvantable qui se déroule à Gaza. Nous condamnons catégoriquement cet affront à l'humanité et des comptes doivent être rendus. Nous demandons instamment un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, la protection des civils, des enfants, des femmes, des plus vulnérables, des plus faibles. Mais nous appelons également à la libération des otages et au rétablissement des articles de première nécessité de l'accès humanitaire. Le droit international, la conscience et la décence humaine n'en demandent pas moins. De surcroît, la voie vers une paix pérenne entre l'État d'Israël et l'État de Palestine, une paix qui garantirait le respect des droits humains, la dignité, la sécurité de tous, réside dans la mise en œuvre de la solution des deux États. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, notre région ne sera satisfaite tant qu'Haïti continuera de souffrir. Le combat d'Haïti est une honte. Nous devons y faire face avec détermination. Le peuple haïtien a une longue histoire extraordinaire marquée par l'émancipation et le courage. Toutefois, cette histoire a été accablé par l'instabilité, les catastrophes naturelles, les interventions étrangères qui bien trop souvent ont accru la dépendance et les privations au lieu d'instaurer la dignité. Saint Kitts et Nevis et la communauté des Caraïbes saluent les engagements des États partenaires et notamment du Kenya dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité, ainsi que le soutien de l'OEA et d'autres acteurs régionaux afin de rétablir la sécurité ainsi que les institutions haïtiennes. Mais la sécurité n'est que le premier pas. Nous devons investir dans la santé, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures et la gouvernance d'Haïti. Nous devons aider à reconstruire les marchés afin que les marchands puissent y vendre leurs marchandises au lieu de s'enfuir. Nous devons aider à reconstruire les écoles afin que les enfants puissent apprendre au lieu de se morfondre. Nous devons aider à reconstruire les hôpitaux afin que les mères soient soignées au lieu d'être traumatisées. Haïti doit pouvoir écrire le prochain chapitre de son histoire et la communauté internationale doit être un partenaire fiable et non pas un scénariste. Madame la Présidente, l'embargo économique, commercial et financier contre Cuba est un reliquat qui continue de faire souffrir un peuple entier et d'affaiblir la solidarité régionale. Au fil des années, l'Assemblée n'a cessé de réaffirmer que l'embargo était profondément injuste. Saint Kitts et Nevis se rallie à la communauté des Caraïbes en appelant à ce que cet embargo cesse et à ce que Cuba soit retiré de la liste des États parrains du terrorisme, ce qui l'isole du commerce et de la coopération. Cuba est un ami de longue date des Caraïbes. Les médecins, les enseignants de Cuba sont parmi les partenaires les plus généreux de la région. Notre partenariat se poursuivra avec Cuba et restera profondément ancré dans le respect des droits humains et des droits du travail, en pleine conformité avec le droit international. Un Cuba plus fort, plus durable, non seulement permettra d'améliorer le bien-être de ses citoyens, mais également la sécurité et le développement durable de l'ensemble des Caraïbes. Lorsque les îles partagent les tumultes, elles doivent également partager les solutions. Madame la Présidente, le thème retenu pour la 80e session, Meilleur ensemble, nous amène à songer à un monde où l'inclusion serait de mise.
exclure Taïwan des organismes auxquels il pourrait contribuer, tels que l'Organisation mondiale de la santé ou encore l'Organisation de l'aviation civile internationale, sape nos capacités mondiales à relever nos défis collectifs. Les contributions qu'apporte Taïwan en matière de santé publique, de technologie ou de riposte aux catastrophes sont très concrètes. Fermer la porte à la coopération dans ces domaines revient à prendre un risque que le monde ne peut se permettre de prendre. Excellence, le détroit de Taïwan n'est pas seulement une bande sur une carte, c'est une voie vitale pour le commerce et les contacts humains. Nous devons exhorter au calme, renouer le dialogue et privilégier la diplomatie du dialogue et non la polémique de la discorde, le commerce, les voyages, les discours sur la façon dont nous protégeons les moyens de subsistance des personnes ordinaires, que ce soit à Taipei, à Tallinn ou dans nos îles jumelles. Je m'adresse à présent aux jeunes, ces jeunes talentueux du monde entier, dont l'avenir sera façonné par nos décisions, nos actions. Votre colère face à l'injustice est justifiée. Votre impatience également. Nous avons besoin de votre innovation, de votre indignation, de votre insistance en faveur d'une meilleure gouvernance. Donnez-nous vos idées et nous allons vous donner des institutions pour les mettre en œuvre. L'éducation doit donc être concrète et tournée vers l'avenir. Des formations dans les technologies renouvelables, les compétences numériques, l'agriculture durable sont autant de domaines importants. À cet égard, nous avons créé un programme pour nos jeunes appelé Aspire, c'est-à-dire parvenir au succès grâce à des investissements personnels aux ressources à l'éducation. Tel est notre programme national afin d'investir dans l'avenir de nos enfants. Ainsi, tous les enfants de 5 à 18 ans peuvent avoir une bourse de $1 000 pour pouvoir les placer sur un livret d'épargne ou investir dans une entreprise locale, ce qui est un moyen concret de sortir de la pauvreté dans notre pays. C'est un exemple de la façon dont nous faisons germer l'espoir à la racine. En conclusion, Madame la Présidente, chers collègues, lorsque nous acceptons de dire que nous devons surmonter les obstacles, nous devons ajouter « nous agirons ». Le triomphe du XXe siècle n'était pas écrit. Cela a été le fruit de personnes qui ont choisi le courage et non le confort. Si nous souhaitons triompher également de ce siècle-ci, nous le pouvons en posant ce choix. L'Assemblée peut empreindre toutes les politiques de compassion, peut muer les connaissances en gentillesse, faire de la solidarité non plus un sentiment mais un système. Soyons donc les architectes d'un monde où être un petit pays n'est pas une condamnation mais plutôt une force, où les îles telles que le nôtre sont reconnues comme des laboratoires de la résilience, où être meilleur ensemble signifie avoir une cause commune, des financements communs, prendre soin des uns des autres. Nous devons être assez courageux pour agir, assez sages pour veiller à ce que lorsque les générations futures nous demanderont ce que nous avions fait à ce tournant de l'histoire, leur réponse ne sera pas « ils avaient hésité », mais plutôt « ils ont non seulement agi, mais ils ont agi ensemble, en tant que famille humaine ». Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre et ministre chargé des Finances, de la Sécurité nationale et de l'immigration, de la santé et de la sécurité sociale de Saint-Kitts et Nevis.